Bien le bonjour et le bonsoir vous va. Bienvenue dans Combat Futur, le podcast de son commandement. L'armée n'a jamais assez de bras, mais aussi de cerveau. Pour dessiner le futur, il est besoin de l'esquisser. On ne prédit pas, on prospecte. Tempête dans les esprits, brainstorming permanent, c'est désormais la méthode nécessaire pour imaginer un futur mouvant. Les armées ont donc décidé de réunir des équipes pluridisciplinaires afin d'ouvrir les possibles. C'est la Red Team. Pour en parler, et de bien d'autres choses, nous recevons l'ingénieur général de l'armement Patrick Aufort, directeur de l'Agence d'innovation de défense. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mon général. Alors pour commencer, quelle a été la place de l'innovation dans votre carrière ? Alors, je pense que c'est une question à laquelle on peut répondre qu'avec du recul, parce que très souvent, quand on innove, on n'en a pas le sentiment, on n'en a pas l'impression. Déjà, je pense qu'on est dans un ministère où innover est dans notre ADN. Et on n'a surtout pas attendu 2018 et la création de l'Agence d'innovation de défense pour innover dans notre ministère. Et moi, ce que je constate tous les jours, c'est qu'on a une multitude d'acteurs qui innovent en permanence dans les forces, à la Délégation Générale pour l'Armement, bien sûr à l'AID, dans l'industrie, dans les gens avec lesquels on travaille. Donc, en ce qui me concerne, oui, quand je regarde avec du recul mon parcours, je m'aperçois que j'ai en permanence été un contributeur ou un acteur de l'innovation. Mais encore une fois, c'est avec du recul, c'est pas au moment où on le fait qu'on en a vraiment le sentiment. Ça a été le cas sur mes postes techniques, en proposant des solutions pour faire avancer les programmes ou les projets sur lesquels je travaillais. Ça a été le cas quand j'étais directeur de programme, par exemple pour les avions de patrouille maritime, les avions Atlantique 2, où on a énormément innové pour amener de nouveaux modes, par exemple d'utilisation du radar qu'on allait intégrer sur l'avion, et y compris imaginer en avance de phase comment on allait introduire ces nouveaux modes alors même qu'ils n'étaient pas prêts au moment où on allait faire les chantiers d'intégration. Ça veut dire que innover, c'est pas aussi que de la technique, c'est aussi innover dans les architectures des systèmes sur lesquels on travaille pour pouvoir intégrer de l'innovation. Et c'est innover dans la manière dont on construit par exemple son contrat pour permettre d'intégrer cette innovation avec une boucle très courte, beaucoup plus agile et non pas avoir à tout reconcevoir à chaque fois. Je m'aperçois que j'ai innové quand j'ai été directeur de centre d'essai, le centre d'essai des propulseurs de la DGA sur le plateau de Saclay, un centre éminemment technique, éminemment technologique. Il s'agit de réaliser des essais de moteurs d'aéronefs, dans des conditions, en faisant subir au moteur les conditions qu'il va subir en vol, mais on fait ça au sol, avec des installations très très techniques. Et en fait, on n'utilisait pas, quand je suis arrivé, la simulation pour préparer ces essais, ce qui quelque part était un étonnement. Et donc on a beaucoup travaillé, quand j'ai été directeur de DGEP, pour amener la simulation au bénéfice des essais et au bénéfice également de la formation des gens. Et puis, dans mon poste d'après, j'étais confronté à la question de soutenir les programmes d'armement dans un contexte où les budgets augmentaient mais pas les ressources humaines. Et donc là, en fait, la question c'était d'innover dans nos méthodes de conduire les programmes, en apportant là aussi le recours à la simulation, le recours à l'ingénierie système pour faire face à des programmes de plus en plus complexes avec les mêmes ressources humaines. Donc en fait, quand on revoit son parcours, je pense qu'on est tous des acteurs de l'innovation et on s'aperçoit tous qu'on a innové à un moment donné, mais on ne le savait même pas à ce moment-là. Donc pour vous, la technologie, elle ne peut être servie que par l'humain. C'est une très bonne question, surtout dans la période que l'on vit. La technologie, elle est au service de l'humain. Ça, c'est une certitude. La technologie, il y aura toujours un humain dans la boucle, ça moi j'en suis convaincu. Et de toute façon, s'il n'est pas dans la boucle de l'utilisation, il est dans la boucle de la conception et de la définition des conditions d'emploi de la technologie. Donc bien sûr, on ne peut pas faire fi du contexte d'évolution, l'explosion des IA génératives, l'explosion des systèmes autonomes, où bien sûr la question de l'humain se pose. On ne peut pas faire fi de la question de l'impact de la technologie sur l'humain. On parle beaucoup de la performance humaine, de l'humain augmenté, mais la conviction c'est que quoi qu'il arrive, il y a l'humain à la base. Et donc c'est à l'humain de définir les conditions d'emploi de la technologie et de créer les conditions qui font que l'utilisation de la technologie amènera la supériorité opérationnelle qu'on cherche tout en gardant la maîtrise. Un de nos défis, c'est une intime conviction, un de nos défis, c'est de réussir à faire ça en gardant nos valeurs d'une démocratie comme la France. En fait, je m'aperçois que beaucoup des sujets qu'on traite, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler puisque on va parler de la Red Team, on va parler de prospective, beaucoup de sujets qu'on traite posent la question de la place de l'humain. Et par exemple, quand on parle de l'humain augmenté, s'autorise-t-on à faire des choses invasives sur un être humain ou pas ? Nous, on ne va pas se l'autoriser. Nos compétiteurs, certains de nos compétiteurs vont se l'autoriser, notamment dans des compétitions asymétriques. Ça, c'est un vrai sujet parce que ça veut dire qu'on va faire la guerre, qu'on va faire des conflits dans des situations où l'asymétrie n'est pas celle à laquelle on pense. Elle peut être aussi l'asymétrie des valeurs. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet pour nous. Très souvent, quand j'en parle, j'ai en face de moi des journalistes qui doutent de ça, qui nous disent « Non, mais vous nous dites ça pour nous rassurer, mais en fait, vous allez le faire. » Non. On ne va pas le faire parce que sinon on ne se regardera plus dans la glace en ayant la conviction
de défendre les valeurs qui sont les nôtres, de défendre nos valeurs occidentales, nos valeurs d'État démocratique. Donc on a cette difficulté supplémentaire de trouver le bon point d'équilibre en utilisant tout le poids de la technologie, tout en gardant toute la place de l'être humain et toute la place de nos valeurs. Alors la place de l'être humain, et attention, mon Dieu, nous sommes dans le monde militaire, mais il y aurait des civils, eh bien c'est la Red Team. D'où vient cette nouvelle approche? Est-ce que vous pourriez expliciter ce qu'est cette Red Team? Alors en fait, plus qu'une nouvelle approche, c'est une approche complémentaire. En fait, si je resitue, si je nous remets au moment où on a décidé de créer cette expérimentation Red Team Défense, donc on était en 2019, un peu après la création de l'Agence de l'innovation de défense. Et en fait, les missions de l'Agence de l'innovation de défense, je veux dire, elles sont au nombre de 4. La première, c'est de préparer les technologies dont on va avoir besoin pour nos futures capacités militaires, nos futurs programmes d'armement. La deuxième, c'est de soutenir l'exploration de technologies émergentes et qui peuvent être porteuses de ruptures potentielles. La troisième, c'est d'être capable de tenir compte de l'évolution du contexte au niveau de comment est générée l'innovation. Beaucoup d'innovations sont des technologies duales, donc beaucoup de choses, et les budgets de développement consacrés par le secteur privé sur ces solutions sont énormes. Et également, on a un écosystème qu'on a coutume d'appeler l'écosystème des startups, de plusieurs milliers de startups, on a largement dépassé les 10 000 startups en France, qui proposent des solutions innovantes, des technologies innovantes. Et donc la troisième mission, c'est d'être capable d'aller détecter ces solutions qui auront été initiées en dehors du champ de la défense et de les ramener vers nos usages. Et de les regarder d'ailleurs sous deux prismes. L'opportunité qu'elle peut représenter en termes d'utilisation pour nous, mais également la menace qu'elle peut représenter pour nos utilisateurs. Et puis la quatrième mission, et c'est là où j'en arrive à la Red Team Défense, la quatrième mission, c'est d'éviter la surprise stratégique. Et donc pour ça, il faut faire de la prospective. On faisait de la prospective avec des méthodes classiques, des échanges avec les think tanks, du benchmarking avec nos partenaires, beaucoup de discussions avec le monde académique. Et en fait, la question qu'on s'est posée, et j'en rends grâce à mon prédécesseur, puisque c'est lui qui a amené ce sujet, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de regarder un sujet toujours avec le même angle? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres angles pour regarder justement ces menaces futures, pour faire de la prospective autrement? Et donc l'idée, c'était de dire qui est capable de faire ça? Qui regarde loin? En dehors du militaire, en dehors du scientifique, qui regarde loin? Et la réponse s'est posée un peu facilement, parce qu'en plus c'était un fan de science-fiction. Bah oui, les auteurs de science-fiction, c'est des gens qui répondent aux deux questions que j'ai posées. Capacité de voir loin et capacité de le faire autrement que nous le faisons dans le monde militaire. Et donc en fait, on a amené cette expérimentation Red Team pour regarder justement ce futur autrement. L'idée, c'est vraiment d'aborder l'innovation de défense sous l'angle des menaces à venir, en essayant d'envisager les faiblesses de notre côté dans notre préparation. Et donc le recours à la science-fiction, ça amène ce regard nouveau. Et l'idée, c'était également de l'amener dans des délais qui n'étaient pas des délais classiques, c'est-à-dire d'accélérer la manière dont on allait s'imprégner de ces scénarios de menaces futures, de ces faiblesses potentielles. Et c'est là où la science-fiction apporte un regard supplémentaire, c'est qu'en fait, l'utiliser en y associant cette capacité de design, de réalisation, de vidéos, d'artefacts pour comprendre la situation dans laquelle on veut nous projeter, permet de s'immerger très rapidement et donc de s'imprégner de ces menaces et d'y réfléchir de manière beaucoup plus rapide qu'à la lecture de dossiers de plusieurs dizaines de pages qui vont être soporifiques et dans lesquels on va avoir du mal à rentrer vraiment dans le sujet. Donc c'est ce double intérêt, méthode complémentaire, immersion rapide, réflexion de l'innovation à venir sous un angle et sous un prisme qui vise à nous préparer en nous projetant d'une manière différente. Ce regard nouveau et récent, est-ce qu'on est en retard sur cette avancée qu'est la Red Team? C'est joliment posé comme question. Il y a eu déjà des initiatives de recours à des auteurs de science-fiction pour essayer de penser le futur et de penser le futur au profit de la défense. On l'a fait de manière complètement différente. Déjà, on l'a fait dans la durée. En fait, si vous regardez les expérimentations qui ont eu lieu dans le passé, c'était des expérimentations ponctuelles et c'était surtout la réflexion assez classique de je fais travailler un auteur sur un sujet et sa production, c'est quelque part l'équivalent d'un roman de science-fiction. C'est pas du tout l'esprit dans lequel on a créé la Red Team Défense. Dans Red Team, il y a Team, justement. L'idée, c'était pas un auteur, mais au contraire d'augmenter le champ de réflexion en faisant appel à une équipe. Cette fameuse équipe des Rouges, en fait, elle est constituée de plusieurs personnes avec des profils différents. Et donc, il y a cet état d'esprit d'approche hétérogène vis-à-vis d'un sujet. Et puis, il y a l'approche dans la durée. L'expérimentation Red Team, on l'a fait sur plusieurs saisons. On ne s'est pas contenté d'un coup, ce qui nous a permis de couvrir
un certain nombre de secteurs. Le troisième différenciant qu'on a pu avoir, je pense, par rapport aux expérimentations qui ont eu lieu dans le passé, c'est que notre approche, elle n'est pas technocentrée. En fait, c'est une approche beaucoup plus globale. Et je pense que ceux qui ont eu la curiosité d'aller regarder les scénarios de menaces qu'on a rendus publics autour de la Red Team ont vu qu'en fait, si on veut crédibiliser ces scénarios, il faut les projeter dans l'environnement dans lequel ils vont se passer. Et cet environnement, ce sera pas un environnement technologique, ce sera un environnement sociétal, géopolitique, géostratégique, économique. Et en fait, c'est ça qui crée les conditions. Je pense qu'il y a un très beau sujet dès la première saison de la Red Team qui nous projetait, qui s'appelait Chronique d'une mort culturelle annoncée. Donc il y a un scénario de la première saison de la Red Team qui s'appelait Chronique d'une mort culturelle annoncée, et en fait qui nous projetait dans un monde où il n'y a plus de réalité partagée. Ça s'appelait des safe spheres. Chacun vit dans son propre monde grâce à un système de lentilles électroniques intelligentes qui lui permet de voir ce qu'il a envie de voir conformément à un abonnement qu'il aurait pris, comme vous prenez aujourd'hui un abonnement sur Netflix. Et ben, dans ce monde-là, donc, d'hypertechnologie, d'hyperconnectivité, plus de réalité partagée. Ça pose énormément de questions sur la société, et ça pose énormément de questions pour les armées quand elles doivent intervenir sur la crédibilité de la parole dans ces sphères où chacun entend ce qu'il a envie d'entendre, ou en tout cas ce que sa communauté lui communique. Et donc voilà, l'idée de la Red Team, c'est vraiment ça, c'est pas que de la techno, c'est de la techno projetée dans un environnement qui pose un contexte particulier, et donc qui nous fait réfléchir sur nos préparations vis-à-vis des nouvelles technos, mais sur nos préparations vis-à-vis de cet environnement. Il y a beaucoup de questions autour de la résilience, il y a beaucoup de questions autour de la communication qui sont portées en parallèle des scénarios Red Team et en parallèle des questions technologiques qu'ils nous posent. Et quel est le profil de ces contributeurs et en quoi elle a pu évoluer avec les nouvelles Red Team? Comme je l'ai dit, dans Red Team Défense, il y a Team. Et donc, en fait, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas que la Red Team, il n'y a pas que les rouges. Donc, on va quand même parler tout de suite de ceux-là, puisque c'est ceux qui sont très visibles, c'est ceux qui ont créé, je dirais, le buzz. Et moi, je suis très fier. D'ailleurs, je pense qu'on peut s'enorgueillir. C'était pas simple à faire quand même, lancer cette expérimentation. Fallait oser. Et je pense qu'on peut être fier d'être dans un ministère qui a osé faire ça et qui se l'est approprié et qui a osé en plus le faire savoir. Hein, c'est pas du tout honteux. Et d'ailleurs, a posteriori, je pense qu'on peut en être vraiment très très fier parce que c'est salué de partout. Donc, la partie Red Team, encore une fois, c'est des profils créatifs. Voilà, les profils, c'est des créatifs. Et je veux ajouter quelque chose, ce ne sont pas que des auteurs de science-fiction. Je l'ai dit, je crois, à un moment donné, le but, c'est aussi de créer des vidéos, des artefacts qui permettent de s'immerger rapidement. Donc, on a dans la partie Red Team à la fois des auteurs, mais également des designers, des concepteurs, des graphistes, qui permettent d'accompagner, de créer l'environnement dans lequel on va se projeter. C'est une équipe d'une dizaine de personnes, parce que je l'ai dit, il faut des profils hétérogènes. Et c'est une équipe d'une dizaine de personnes dont certains ont changé au fil du temps. Parce que de temps en temps, il faut de la respiration nouvelle, il faut de la créativité nouvelle, et puis aussi parce qu'ils ont leurs autres activités, et de temps en temps, il faut qu'ils se démarquent pour traiter leurs propres sujets. Derrière ces Red Team Défense, l'important pour nous, ils sont peut-être plus importants finalement que la Red Team, c'est la Blue Team. En fait, la Blue Team, c'est une équipe de personnel du ministère des Armées, de la DGRIS, de la DGA, des différentes armées, de l'état-major des armées. Et en fait, c'est ceux qui vont être confrontés à la Red Team. D'abord, de manière itérative dans la construction des scénarios, de manière à garder une crédibilité à ces scénarios, de manière constructive en amont des scénarios, de manière à expliquer un certain nombre de choses aux auteurs de science-fiction sur la militarité, de manière à permettre à ces auteurs de science-fiction d'aller s'immerger dans certaines entités militaires pour crédibiliser à nouveau leurs scénarios. Et puis derrière, surtout l'enjeu de la Blue Team, ça va être d'exploiter ce que lui propose la Red Team. Comment réagir face à ces scénarios ? Quels sont les domaines dans lesquels nous sommes mal préparés, proposer des orientations pour tenir compte, exploiter ces scénarios et en faire quelque chose d'utile pour le ministère des Armées. Et donc ça, c'est la Blue Team. Et puis je l'ai dit, les scénarios, ils n'ont de sens que si ils ont une crédibilité, s'ils sont à l'intérieur d'un cône de vraisemblance. Et donc comme on est quand même, j'ai dit c'est sociétal, mais il y a quand même de la techno et de la techno de rupture, eh bien il faut bien sûr que nos auteurs de science-fiction soient accompagnés pour être sûr que ce qu'ils nous proposent reste vraisemblable, reste crédible, reste possible. Et donc là, on a une équipe qui s'appelle la Purple Team, et donc on met à disposition des auteurs de science-fiction l'accès à des personnalités scientifiques qui vont permettre de leur amener de la matière afin de crédibiliser les scénarios qu'ils vont nous proposer. Le pire, et d'ailleurs on se l'interdit, et c'est pour ça qu'il y a une Purple Team, serait que ce qui est proposé soit démonté avec deux bouts d'équation sur un coin de table. Donc typiquement, voilà, c'est ce qu'on cherche à éviter, et c'est pour ça qu'il y a une Purple Team très importante. Et enfin, on a deux
autres catégories d'acteurs, on appelle ça la White Team et la Black Team, qui eux sont là pour faire en sorte que tout ça marche, coordonner, assurer la logistique, assurer les questions d'éthique sur les sujets et vis-à-vis des auteurs. Et donc ça, c'est la Black Team et la White Team. Donc ça fait un gros volume de personnes au service de cette expérimentation Red Team Défense, et c'est vraiment ça qui fait la richesse et qui permet d'atteindre nos objectifs. Et puis vous avez évoqué un futur, puisqu'on l'a dit, la Red Team Défense, c'était une expérimentation. On l'a lancée en 2019 pour 3 saisons. Alors, on a fait une petite saison préliminaire, saison 0. Donc on a, avec toutes ces équipes, produit 8 scénarios de menaces. Et bien sûr, on est au ministère des Armées, on a fait un rétex. On a fait un rétex au cours de la dernière année d'expérimentation. Et là, la première réponse, elle est unanime, c'est il faut continuer. C'est utile, ça s'additionne bien à ce qu'on fait dans le domaine de la prospective, ça apporte une plus-value, il faut continuer. Il faut continuer, mais il y a des ajustements qui seraient utiles, notamment dans l'exploitation des scénarios. La Blue Team, elle aimerait être accompagnée, aidée dans l'exploitation des scénarios. La Blue Team dont j'ai parlé, je l'ai dit, c'est des acteurs du ministère. C'est des acteurs qui ne sont pas Blue Team 100% de leur temps. Ils ont une autre fonction. Et il faut qu'ils aient une autre fonction, parce qu'il faut qu'ils restent ancrés dans la réalité du ministère et de leurs entités pour apporter justement cette plus-value dans l'exploitation et proposer, diagnostiquer les faiblesses qui seraient vues et les évolutions qui pourraient être faites. Donc cette Blue Team, elle aimerait bien être accompagnée dans l'exploitation des scénarios. Et en fait, on va tenir compte de ces demandes dans le nouveau format qu'on va proposer. On va faire les annonces très prochainement, donc je ne peux pas tout dire, mais pour donner quelques lignes, le but, ça va être peut-être de faire moins de scénarios, justement pour se donner plus de temps pour l'exploitation de ce qu'on va faire, donc adaptation du rythme, et c'est d'accompagner l'exploitation. Et notamment dans l'accompagnement de l'exploitation, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est s'ouvrir encore plus. J'évoquais tout à l'heure le fait que nos scénarios, ils n'étaient pas technocentrés, ils abordaient énormément de sujets sociétaux. Et bien l'idée, c'est justement d'amener tous ces partenaires de la société dans la réflexion. On est persuadé d'une chose quand on voit tous ces scénarios, c'est que beaucoup de questions seront liées à la résilience de la nation. Et donc, plus on amènera en amont des acteurs extérieurs au ministère en leur partageant nos problématiques, plus on participera à la construction de cette résilience future. Et donc, on va créer des clubs à côté de toutes les équipes dont j'ai parlé, et donc des auteurs et des scénarios. On va créer des clubs avec des décideurs, avec des économiques, avec des académiques, avec des journalistes, avec des industriels, en leur proposant de réfléchir en parallèle à tout ce qu'on va faire, et donc quelque chose de beaucoup plus inclusif. Grâce à cette inclusivité, est-ce que vous allez pouvoir faire des scénarios de plus en plus réalistes? Est-ce que c'est ça que vous demandez? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais surtout pas. Surtout pas. En fait, ce qu'on cherche, c'est pas le réalisme. Ce qu'on cherche, c'est la crédibilité du scénario et la vraisemblance. On ne cherche pas à faire de la prévision, on cherche surtout à être surpris et à se préparer à des choses qu'on n'aurait pas vu venir autrement. Et donc vraiment, le côté réaliste et probable, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on demande aux auteurs, et on leur fixe très très peu de contraintes en fait. Les 2 contraintes qu'on leur fixe, c'est tenir compte à la période temporelle à laquelle ils vont se projeter de choses qui seront absolument existantes et nécessaires. Typiquement, si on se projette en 2035, on est dans 10 ans, eh ben, il y aura toujours un porte-avions, il y aura toujours des avions de combat, il y aura toujours des divisions de chars. On ne peut pas faire fi de tout ça. Dans 10 ans, on en est certain. Ils n'ont pas le droit d'annuler ce genre de choses. Ils sont obligés de tenir compte d'une certaine réalité en fonction de la moment où ils se projettent. Et la deuxième contrainte, c'est la vraisemblance scientifique, la crédibilité scientifique dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est la raison pour laquelle on leur associe des experts militaires, scientifiques, académiques pour crédibiliser les scénarios. Par contre, ce qu'on cherche, c'est de rester donc à l'intérieur, grâce à ça, grâce à ces dispositions, à l'intérieur d'un cône de vraisemblance. Qu'ils aillent aux frontières de ce cône, c'est parfait, c'est là où on va être certainement le plus challengé, c'est certainement pas là où ça sera le plus probable, mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment à rester, à se faire surprendre, mais en restant à l'intérieur d'un cône de vraisemblance. Ce cône, bien sûr, s'élargissant de plus en plus avec l'horizon temporel. Ce cône de vraisemblance, il est plus large en 2060 qu'en 2030. Et à quels horizons justement s'établissent les scénarios? Là aussi, c'est pas une contrainte, mais si on veut vraiment utiliser tout le potentiel de la créativité et tout le mode de réflexion des auteurs de science-fiction, on peut pas leur demander de se projeter dans 3 ans. C'est pas leur mode de pensée. Plus il y a de choses qui raccrochent à la réalité, plus c'est compliqué pour eux, même s'ils savent le faire, et on pourrait en parler. Donc en fait, le scénario qu'on leur a donné, c'est un horizon 10 à 40 ans, qui est l'horizon dans lequel on peut justement influer sur nos préparations. S'il s'agit de changer quelque chose pour dans 3 ans, on n'est plus sur de la prospective, on est sur, je dirais, de l'agilité.
sur de l'anticipation à la limite, sur de l'agilité, mais on n'est pas sur de la prospective. Donc le scénario de réflexion sur lesquels on leur demande de réfléchir chez 10 à 40 ans, et c'est vraiment le scénario qui permet cet éloignement temporel, qui permet de se démarquer, qui permet d'apporter cet autre regard par rapport à la techno, d'imaginer d'autres concepts, d'imaginer d'autres technologies, d'autres méthodes, et qui permet à la science-fiction d'apporter toute sa plus-value. Alors on le voit actuellement, l'imbrication des champs de bataille avec le multimilieu, le multichamp change la donne. Est-ce que pour vous aussi ça a changé la donne ? Je crois, bon, ça change la donne aujourd'hui en effet, et on le constate, et c'est quelque chose qui avait été pris en compte dans les scénarios produits par la Red Team dès les tout premiers scénarios. Je pense qu'en effet le multimilieu et le multichamp, j'ai l'impression, je suis en train d'essayer de réfléchir au moment où je vous parle, j'ai l'impression qu'il transparaît dans chacun des scénarios que nous a proposé la Red Team. Alors bien sûr les champs immatériels, je vous ai parlé tout à l'heure de ce scénario chronique d'une mort culturelle annoncée, où bien sûr donc on était projeté dans un environnement où la lutte informationnelle prend tout son espace et toute sa force. Et il faut savoir d'ailleurs que c'est suite à ce scénario que nous avons décidé de lancer un programme d'exploration dans le domaine de la guerre cognitive. Très souvent on me dit mais la Red Team, quelle suite ? Quels usages, quelle utilisation pour le ministère ? Là, on a un très bon exemple. On a lancé derrière ce scénario, on a pris conscience de la montée en puissance de ce sujet, de l'influence des champs immatériels et du volet cognitif. Il y a un scénario sur la base d'un plan neural où les gens peuvent communiquer grâce à des implants. Donc tous ces sujets ont vraiment été mis en avant dans les scénarios des premières saisons de la Red Team et nous ont conduit à créer ce programme de guerre cognitive pour explorer le domaine et voir comment s'y préparer. Donc ça, en effet, les nouveaux champs de conflictualité, les nouveaux milieux de conflictualité sont vraiment au cœur du sujet. L'espace a été traité dans un scénario l'an dernier, mais il y a un scénario peut-être qui est encore plus illustratif sur ce multimilieu multichamp qui s'appelait Hyperforteresse, qui nous projetait dans un monde où les missiles hypervéloces existent et conduisent à revenir tellement la puissance de frappe est importante. La seule manière de s'en projeter, c'est de réancrer en fait la guerre, de revenir à des guerres fixes, parce que c'est le seul moyen de se projeter, nécessite tellement de capacité énergétique qu'en fait on ne peut plus le faire en mobilité. Et donc on rentre dans un domaine où la guerre se projette en effet dans tous les milieux, dans tous les champs, l'informationnel, l'hypertechnique, et des distances de projection qui sont des distances sur lesquelles on ne réfléchissait plus forcément. Et est-ce que vous avez fait un focus particulier sur les bons technologiques, comme tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle par exemple ? Le principe de base du choix en fait, des scénarios qu'on va regarder, c'est on les impose pas aux auteurs. En fait, ils nous font des propositions, à la Blue Team, et on fait une sélection. On faisait une sélection de 2 scénarios par an, à l'intérieur de ces propositions. Et donc, on n'impose pas le scénario. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle a été traitée en filigrane dans plusieurs scénarios. On n'a pas fait aujourd'hui de scénario directement dédié à l'impact des IA génératives, par exemple. On s'autorise dans le contrat Red Team à demander un sujet spécifique aux auteurs, mais c'est vraiment quelque chose de très très ponctuel sur quelque chose qu'on veut explorer. Mais le principe de base, c'est de leur laisser cette liberté de création, et donc on n'impose pas les scénarios, ils proposent, on choisit à l'intérieur de propositions. Alors la réalité dépasserait-elle la fiction ? Comment vous nourrissez-vous des rétex ? La réalité, vous ne croyez pas si bien dire quand vous dites la réalité dépasserait-elle la fiction. Je reviens toujours sur ce fameux scénario chronique d'une mort culturelle annoncée, ces fameuses safe sphères, et en fait ce scénario il date de 2020. Quelques mois avant les annonces de Meta sur le métavers. Et en fait, c'est une projection, c'est une forme de métavers, hein, tout très bien, tout à fait crédible. Et donc, quelques mois après, je discutais avec certains des auteurs de la Red Team en disant, vous aviez imaginé en fait les métavers quelques mois avant les annonces de Meta. Et j'ai été assez étonné de leur réponse. Je pensais qu'ils s'enorgueilleraient d'avoir fait ça. Ils me disent, c'est peut-être qu'on n'a pas été assez bon, on ne s'est pas projeté assez loin. Donc c'est assez surprenant. Et donc, en effet, on n'est pas capable aujourd'hui, et vu la liberté qu'on donne à nos auteurs, et vu ce que je vous ai dit sur, on ne cherche pas à faire du réalisme, on cherche à faire du vraisemblable, du plausible, du crédible, on n'est pas capable de dire ce qui sera plus réaliste, si les scénarios qu'ils nous proposent vont arriver dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc notre idée, c'est pas de regarder ça, mais c'est vraiment de dire, par rapport à cette menace, par rapport à ce contexte qui m'est décrit, est-ce que je l'ai intégré dans mes réflexions ? Est-ce que je suis prêt ? Qu'est-ce que je dois faire pour m'y préparer ? Vous parliez du multimilieu multichamp. On a, par exemple, fait tourner des wargames pour exploiter l'adaptation de notre organisation de commandement
à des scénarios de la Red Team dans le domaine multimédia multichamp. Donc voilà, notre sujet, c'est vraiment ça, c'est de dire, on ne se pose pas la question de réalité, etc. On se pose la question de ce scénario, pour moi, c'est un dossier de menace. Est-ce que je l'avais déjà intégré? Oui, non. Est-ce que je dois l'intégrer? Si je l'ai déjà intégré, est-ce que j'ai pas des angles de faiblesse, des fragilités sur lesquelles je dois travailler? J'ai parlé tout à l'heure en rétexte de lancement d'un projet, mais parfois c'est simplement du concept, de la formation, de la préparation des forces. Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est pas forcément que de la techno, mais c'est vraiment diagnostiquer les faiblesses et imaginer comment on va l'intégrer dans notre préparation future. Alors un exemple de soutien de la Red Team à la réflexion au sein des armées, c'est leur aide apportée au colloque de la pensée militaire, la guerre de demain, qui s'est déroulé le 23 avril 2024. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on avait été sollicité par le commandement du combat futur pour voir ce colloque avec un autre angle et notamment en utilisant les méthodes de la Red Team Défense. Et donc, ce colloque a été préparé avec l'armée de terre et donc le CCF, avec l'équipe qui s'appelle Horizon de combat au sein de la Direction générale pour l'armement et donc avec les équipes de l'AID, de la Red Team Défense. Pourquoi avec Horizon de combat et l'AID? En fait, ce qui était souhaité dans la préparation de ce colloque, donc c'est en fait de réinterroger le contrat opérationnel de l'armée de terre, mais à une échéance qui n'était pas celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas 10-40 ans, c'est plutôt à quelques années, on va dire à un horizon 2030, et donc c'est pas forcément l'horizon de travail de la Red Team. Or, c'est exactement l'horizon de travail de l'équipe qui s'appelle Horizon de combat au sein de la DGA, qui intervient sur ce créneau 6 mois à 10 ans, donc juste avant nous. Par contre, on utilise les mêmes méthodes, qui sont des méthodes de projection, de tangibilisation, de proposition d'outils type vidéo artefact pour se saisir d'un sujet. Et donc on a travaillé ensemble pour préparer ce colloque, interroger le contrat opérationnel de l'armée de terre avec 3 scénarios qui montaient en puissance. Un premier scénario qui visait à aller intervenir pour protéger les pays baltes d'une tentative d'annexion avec une intervention d'une division en coalition sous commandement OTAN. On venait rajouter à ce premier événement une intervention au Liban d'une brigade pour là aussi aller intervenir en soutien au pays. Et puis, on venait rajouter à tout ça un engagement nécessaire sur le territoire national. Et donc, les questions, c'était de réfléchir en utilisant les méthodes de la Red Team, en proposant des scénarios, en crédibilisant ces scénarios de menaces, en les tangibilisant avec des vidéos, avec des artefacts, pour réfléchir à l'adaptation du contrat opérationnel de l'armée de terre. La difficulté pour nous, pour les équipes de la Red Team, c'est justement cette projection dans un temps beaucoup plus court, où par exemple, la non-contrainte que je vous évoquais tout à l'heure, quand on se projette à 2010-2040 vis-à-vis de la réalité, là, elle ne peut plus être vraie. Ils sont obligés de tenir compte de la réalité dans ce qu'ils proposent. Et donc, c'est ça la difficulté pour les auteurs de SF. Et en fait, ils m'ont raconté avoir adoré faire ça. C'est une contrainte supplémentaire pour eux, mais finalement, c'est quelque chose qu'ils ont su faire. Et je pense que pour avoir assisté à ce colloque, moi j'ai vu des retours très très intéressants, y compris surtout, et c'est toujours ça qui m'intéresse en fait, c'est ce que ça génère derrière. Et en fait, j'ai vu beaucoup d'échanges derrière très très intéressants sur les réflexions qui ont été apportées, et y compris de ceux qui ont traité ces scénarios, et donc les équipes, notamment civiles d'ailleurs, qui ont exploité ces scénarios. Et qui ont fait de la prospective. Alors, est-ce qu'on peut dire que la prospective, c'est une méthode, une discipline, mais aussi et surtout peut-être une attitude? Alors là, je souscris en fait à 300%, même pas à 200%, à ce que vous venez de dire. Et en fait, c'est vrai pour l'innovation d'ailleurs, au sens large. L'innovation, c'est un état d'esprit. Et la prospective, c'est un état d'esprit et ils sont assez proches. Savoir sortir des sentiers battus, savoir casser les codes, savoir penser autrement, savoir faire autrement, savoir prendre des risques, l'audace, tout ça, je pense que prospective, innovation, ça se rejoint très très certainement. Et un de nos gros sujets, en effet, c'est d'apporter cette culture de l'innovation, cette culture d'oser casser les codes, d'oser réfléchir autrement, d'oser proposer des solutions différentes. C'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on porte tous ensemble et qui fera qu'on sera meilleur ensemble et au profit de la supériorité opérationnelle des forces. Alors pour terminer, quelles seraient pour vous les lignes directrices du combat futur ? C'est vaste, on pourrait y consacrer, je pense, un nouveau colloque, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se projette dans ce qui a été dit tout à l'heure. La guerre du futur, elle sera forcément multimilieu, multichamp. La guerre du futur, elle posera forcément ces questions auxquelles on réfléchit depuis très longtemps, de technologie et de masse. Cette guerre du futur, elle concerne la nation tout entière et les nations tout entières. On l'a dit quand on a parlé de nos scénarios, on ne parle pas de techno, on parle vraiment de l'impact global d'une société, la capacité
de résilience des sociétés. Et donc je pense que le combat futur, c'est toutes ces dimensions qu'il va devoir prendre en compte. Être capable d'intégrer de la techno de manière agile, être capable de travailler à différentes échelles de temps et être capable de faire face à une variété de conflictualités qui va aller des conflits asymétriques aux conflits de haute intensité. Et donc tous nos enjeux seront là. Et en fait, nos enjeux seront surtout d'être capable de faire les bons choix. Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer. Il y a le côté humain en nombre, il y a le côté économique, en volume d'investissement qu'on est capable de faire. Et donc on sait, le défi principal, c'est certainement de faire les bons choix. On ne pourra pas tout traiter, ou tout traiter dans le bon tempo en tout cas. Et donc on a une vraie question autour des choix qu'on va faire. Ça, moi, je suis convaincu que la vérité et notre supériorité dépend des choix qu'on va faire dans les années à venir et de notre capacité de les faire ensemble. Merci, Général Patrick Aufort. C'était un vrai plaisir. Merci, mon général, de nous avoir, avec vos équipes, fait côtoyer l'avenir et espérons que nous puissions en être les maîtres. La destinée est de nous quitter jusqu'à votre prochaine écoute de Combat Futur, balado-diffusion du commandement du combat futur. À bientôt.